Nous avons tous vu ces influenceurs glamour sur Internet. Des vies parfaites, le luxe, un flux interminable de moments impeccables. Mais que se passe-t-il lorsque les caméras s'éteignent et que la réalité fait irruption? Pour Tiffany Natifa Wade, la réalité n'était pas seulement différente. Elle s'est avérée bien pire que ce que quiconque pouvait imaginer. Le 7 octobre 2023, la journée ordinaire de Tiffany a pris un tournant inattendu. Elle se trouvait dans un salon de coiffure avec son petit garçon, simplement venu pour lui faire couper les cheveux. En raison de ce bavardage, il y avait plusieurs dizaines de témoins. Cependant, jusqu'à présent, presque personne ne prenait au sérieux les récits des écolières. Maintenant, leur loquacité a aidé à clarifier tous les détails du plan perfide. En particulier, les sœurs ont mentionné des préparations qui n'ont pas été détectées lors du premier examen. Les tests n'ont tout simplement pas été complètement effectués. Après qu'un taux critique d'alcool dans l'organisme a été établi, tout le reste a été considéré comme insignifiant. Finalement, la vérité a éclaté et le 21 janvier 2004 à 7 h du matin, la police est arrivée chez la tante où vivaient Catherine et Caroline. Toutes deux ont été arrêtées et emmenées directement au poste de police en pyjama. Elles dormaient encore. En quelques minutes, cette journée ordinaire s'est transformée en tragédie. L'ex-mari, Armand Hilton, a fait irruption dans le salon dans un état agité. Un instant plus tard, des détonations bruyantes se sont fait entendre, suite à quoi Armand s'est enfui du salon de coiffure et a disparu dans la rue. Tiffany n'était plus. Qu'est-ce qui aurait pu pousser Armand à commettre un acte aussi terrible? Et quel rôle a joué la vie apparemment parfaite de Tiffany dans tout cela? Pour l'influenceuse des médias sociaux, Tiffany Natifa Wade, la vie semblait impeccable. Ses pages étaient toujours remplies de photos et vidéos impressionnantes, de publications sincères sur la persévérance et l'entrepreneuriat réussi. Elle allait gagner des milliers d'abonnés avec son histoire de transformation d'une simple fille en femme d'affaires prospère, inspirant les gens à poursuivre leurs rêves. Mais derrière les filtres et les moments soigneusement sélectionnés se cachait une sombre réalité qui ne pouvait pas rester cachée éternellement. Sa relation tendue avec l'ancien détenu Armand Hilton, dont l'amour s'est transformé en amertume et obsession. Natifa, comme ses proches l'appelaient affectueusement, travaillait dur pour créer la vie qu'elle partageait en ligne. Originaire de Philadelphie, Natifa a toujours su qu'elle réussirait si elle travaillait dur. Et c'est ce qui s'est passé. Natifa possédait plusieurs entreprises dont elle parlait constamment sur les réseaux sociaux. Elle avait une agence médicale à domicile appelée Kisses Care. Elle possédait également une entreprise de vente de perruques, Kisses Armor Hair Extensions, et plusieurs autres entreprises. Comprenez, Natifa croyait en ses capacités et savait qu'elle pouvait atteindre n'importe quel objectif si elle se le fixait. Quand elle avait une idée, elle n'abandonnait pas tant qu'elle ne l'avait pas concrétisée. Les réseaux sociaux sont devenus son outil de réussite. Elle gagnait bien sa vie en faisant la promotion de marques étrangères et en promouvant ses propres entreprises. Natifa travaillait constamment. Elle travaillait assidûment, mais se reposait avec encore plus d'élan et croyait en l'importance de l'équilibre. Elle pensait que le travail ne devrait pas occuper tout le temps d'une personne. Selon elle, le repos n'était pas moins important. Elle partageait également activement cela sur Internet. Ses pages sur les réseaux sociaux étaient pleines de photos et vidéos d'une vie luxueuse, de vacances sans fin, qu'elle partageait généreusement avec ses abonnés. En véritable influenceuse, elle montrait des publications motivantes et des moments en coulisses de son succès, créant l'image d'une personnalité prospère. Cependant, tout le monde ne se réjouissait pas de ses succès. Son ex-mari, Armin Hilton, était indigné de voir Natifa prospérer pendant qu'il était derrière les barreaux. Plus elle publiait en ligne, plus son indignation grandissait, jusqu'à ce qu'un jour, il décide de lui rendre visite. Après cette rencontre, Natifa n'était plus là. C'est exactement comme ma mère me l'a raconté, et je transmets ses paroles. Quand Natifa a rencontré Armin, elle ne pouvait pas imaginer qu'il était capable d'actes terribles.
Au début, ils sont tombés amoureux presque instantanément. Pour Natifa, cela semblait être un véritable conte de fées. Elle pensait avoir rencontré la personne avec qui elle passerait toute sa vie. Un homme avec qui elle n'avait pas besoin de changer son style de vie, car il la gratifiait généreusement d'argent. À un certain moment de leur relation, Armin a commencé à acheter des propriétés au nom de Natifa. Ces acquisitions étaient censées lui montrer la profondeur de ses sentiments, à quel point il était prêt à s'efforcer pour elle. Et cela a fonctionné. Natifa est tombée plus amoureuse de lui que de n'importe lequel de ses anciens partenaires. Tout chez Armin semblait parfait, à commencer par le fait qu'il est entré dans sa vie au moment le plus opportun. Natifa n'avait pas eu de chance avec les hommes auparavant, et après 3 enfants, elle était déjà prête à renoncer aux relations lorsqu'Armin est entré dans sa vie. Après cela, tout semblait se mettre en place, du moins, c'est ce qu'elle pensait. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que les gestes excessivement généreux d'Armin n'étaient pas seulement une expression de son affection, mais aussi une sorte d'assurance. La source de ses revenus était douteuse, et l'enregistrement des propriétés au nom de Natifa préservait les biens en cas de problème avec la loi. Cela signifiait aussi que Natifa devait rester pour toujours dans sa vie. Du moins, c'est ce qu'il pensait. Il croyait que tout ce qu'il avait fait suffirait à la retenir. Mais quand il a été arrêté et mis derrière les barreaux, le voile est tombé des yeux de Natifa et elle a réalisé qu'Armin l'avait simplement utilisé. Elle a rapidement demandé le divorce et a poursuivi sa vie, se concentrant sur ses enfants et ses affaires. Malheureusement pour elle, les bonnes nouvelles se répandent vite et bientôt Armin a appris le nouveau style de vie de Natifa, ce qui l'a mis en colère. À ce moment-là, il avait passé des années en détention et payait pour un acte qui avait détruit son mariage. Et ce qui rendait la situation encore pire pour lui, pendant qu'il purgeait sa peine, Natifa avait reconstruit sa vie, investissant de l'énergie dans l'éducation de ses enfants et sa carrière d'influenceuse, et trouvant également l'amour avec un autre homme. Natifa a commencé à publier progressivement des photos de son nouvel élu sur les réseaux sociaux, comme elle le faisait avec de nombreux aspects de sa vie. D'une manière ou d'une autre, ces images et vidéos sont parvenues à Armin, qui était en détention. Il était furieux qu'elle ose aller de l'avant après tout ce qu'il avait fait pour elle. Il a appelé et exigé qu'elle cesse d'afficher sa relation. Comme Armin était isolé, Natifa ne voyait aucune raison de s'inquiéter. Cependant, plus elle partageait des photos de son nouveau partenaire et de sa vie luxueuse, plus Armin devenait furieux. Quand elle a refusé de se conformer à ses exigences, il a eu recours à l'intimidation. Il a promis de faire du mal à son nouvel élu si elle ne s'arrêtait pas et a menacé Natifa elle-même. Les menaces d'Armin n'inquiétaient pas la jeune femme. Après tout, il était derrière les barreaux et ne pouvait pas l'atteindre. En réponse à ces menaces, elle a décidé de publier encore plus de vidéos avec son partenaire. Elle ne montrait pas son visage au cas où Armin verrait les enregistrements, mais n'hésitait pas à montrer l'énorme bague qu'il lui avait offerte. Armand Hilton était fou de rage quand il a appris les fiançailles de Tiffany, son ex-femme. Après tout ce qui s'était passé entre eux, son incarcération, l'argent qu'elle lui avait volé selon lui, et toutes ces années de séparation, c'était la goutte d'eau. Il ne s'agissait pas seulement du fait que Tiffany allait de l'avant, mais qu'elle le faisait sans lui. Et cette pensée semblait déclencher quelque chose en lui. Il ne pouvait pas le supporter, ne pouvait pas accepter qu'elle soit heureuse et construise un avenir avec quelqu'un d'autre, tandis que lui restait coincé dans le passé, dans sa colère et son amertume. Il a donc commencé à l'appeler à plusieurs reprises, et avec chaque appel, sa colère semblait ne faire que grandir. Ce qui a probablement commencé comme des messages irrités sur leur passé s'est rapidement transformé en quelque chose de plus sombre. Il n'était plus seulement en colère, mais menaçant. Armand ne supportait pas l'idée de partager Natifa avec un autre homme et sa jalousie s'est rapidement transformée en obsession. Quand Natifa n'a pas cédé à ses exigences, il a exigé qu'elle rende toutes les propriétés enregistrées à son nom, supposant que cela la forcerait à céder, mais cette tactique n'a pas fonctionné. Natifa a refusé de rendre les propriétés, car elles avaient été acquises pour elle et à son nom.
C'étaient des cadeaux et elle ne voulait pas s'en séparer. Armand n'aimait pas cette situation et il a commencé à appeler avec des menaces. Quand il a compris que l'intimidation ne fonctionnait pas, il a changé de tactique pour demander la réconciliation. Il a appelé de nombreuses fois et lui a dit à quel point elle et leur vie commune lui manquaient. Mais c'était déjà trop tard. Natifa avait déjà avancé. Armand ne pouvait pas l'accepter et ses actions suivantes ont choqué tout Philadelphie. Après avoir réalisé que les menaces n'avaient pas d'impact sur Natifa, il s'est tourné vers ses amis. Il a menacé l'une de ses amies jusqu'à ce qu'elle lui dise qu'elle n'avait pas parlé à Natifa depuis longtemps. Après les appels menaçants, l'amie a publié un message sur les réseaux sociaux à propos de son comportement. Elle a écrit « Armand menace maintenant tout le monde ». Il a envoyé à Natifa quelques messages inquiétants. « Tu pensais t'en sortir après la façon dont tu m'as traité ? Tu ne sais pas qui je suis. Je suis un psychopathe. Je n'ai pas seulement besoin de menacer, je vais tout faire. J'obtiendrai ce que je veux. C'est ce que tu ne comprends pas. » À ce stade, Natifa avait peur, mais se rassurait toujours en pensant qu'elle était loin de lui, jusqu'à ce qu'il soit libéré de prison. Vers 13h48 le 7 octobre 2023, les forces de l'ordre ont été appelées dans un salon de coiffure situé dans le 2500e bloc de l'avenue West Lehigh. Selon les rapports, un suspect a ouvert le feu à l'intérieur de l'établissement et a blessé une femme au torse et à la tête. Lorsque les secours sont arrivés sur les lieux, il n'était plus possible de l'aider. La victime, plus tard identifiée comme étant Natifa Wade de Coatesville, Pennsylvanie, a été trouvée sur les lieux sans signe de vie à 14h04. Dans de tels cas, les enquêteurs examinent d'abord les enregistrements des caméras de surveillance, espérant trouver des preuves qui ont capturé le coupable. Parfois, il y a suffisamment d'informations pour une arrestation, et parfois l'affaire doit être examinée sous différents angles. Mais dans ce cas, il n'a pas fallu chercher longtemps. Une caméra était installée directement à l'entrée du salon de coiffure, enregistrant toutes les personnes entrant et sortant. Un bref coup d'œil à l'enregistrement a donné aux policiers plus d'informations qu'ils ne s'y attendaient, Ross. Sur les images, on voit un homme qui court hors du salon avec un objet à la main. Il se hâtait de disparaître, mais n'a pas pu échapper aux caméras. Après avoir obtenu les données nécessaires de la vidéo, les enquêteurs ont interrogé des témoins oculaires. Ceux-ci ont rapporté que Natifa, une cliente régulière du salon de coiffure, était venue au salon de l'avenue West Lehigh, 2500, avec son petit pour une coupe de cheveux. Vers 13h48, alors que Natifa et d'autres visiteurs étaient dans le salon, un homme en colère a fait irruption dans la pièce. Le suspect, plus tard identifié comme étant l'ex-mari Armand Hilton, a commencé à tirer et à blesser Natifa au torse et à la tête. La police a établi l'identité du suspect lié à l'incident dans un salon de coiffure du nord de Philadelphie. Armand Hilton, 44 ans, est recherché pour suspicion d'agression, de vol et de chef d'accusation connexe. Selon la police, il a agressé Natifa Wade samedi après-midi dans un salon de coiffure de l'avenue Lehigh. Les détails de l'incident sont bouleversants. Selon les autorités, les actions d'Armand semblaient planifiées et sa colère incontrôlable. Il savait que Natifa serait dans le salon de coiffure et est venu préparer. Les enquêteurs se sont immédiatement concentrés sur la recherche d'Armand, qu'ils considèrent comme dangereux et armé. Le département de police de Philadelphie a émis un avertissement et demande aux gens d'être vigilants. Ils ont lancé une vaste recherche, regroupant les forces de la division des enquêtes et d'autres organismes d'application de la loi. Les autorités ont demandé à quiconque ayant des informations sur les lieux où se trouve Armand de les signaler et ont offert une récompense de $20 000 pour des informations pouvant conduire à son arrestation. La ligne téléphonique était surchargée d'appels, mais Armand restait introuvable et s'est caché pendant plusieurs jours, ce qui n'a fait qu'intensifier les craintes du public. Au fur et à mesure que l'enquête progressait, des détails sur l'histoire de Tiffany ont émergé, allant au-delà de l'incident lui-même. Sa relation avec Armand Hilton était tendue et assombrie par des problèmes qui restaient probablement cachés aux yeux des étrangers, mais qui ont finalement été révélés. Au cours de l'enquête, quelque chose de choquant a été découvert. Armand avait affirmé à de nombreuses connaissances
que Nitifa l'avait trompée. Selon ses dires, la propriété qu'il avait enregistrée à son nom n'était pas destinée à elle personnellement, mais uniquement pour une garde temporaire. On ne sait pas de quelle somme il s'agit, mais il semble que c'est précisément cette trahison financière qui aurait pu provoquer Armand. En examinant la vie de Nitifa, les enquêteurs ont compris qu'elle n'était pas seulement une personnalité médiatique. Elle était une mère, une femme qui essayait de trouver son chemin, mais était liée à un passé complexe. L'histoire est loin d'être terminée. Les autorités poursuivent la recherche d'Armand, qui est recherché. Il est toujours en liberté, et tous ceux qui ont des informations sur son lieu de résidence sont priés de les signaler. La communauté ébranlée reste avec un amer souvenir que même une vie parfaite en apparence peut cacher de dures vérités. Le cas de Tiffany sert d'exemple triste de la façon dont la trahison et les douleurs non exprimées peuvent se manifester de manière inattendue. Avec l'évolution de cette affaire, des questions complexes surgissent sur la nature de l'influence, de la célébrité et des côtés sombres des relations personnelles. À une époque de médias sociaux où chacun crée soigneusement son image, il est important de se rappeler que derrière les filtres et le glamour, les gens continuent de faire face à des problèmes réels. Merci d'avoir regardé. Nous présentons nos sincères condoléances à la famille et aux amis de Tiffany Nitifa Wade. 2006. États-Unis, État de l'Oregon. Une petite ville tranquille où les gens se connaissent toute leur vie. La vie ici se déroule généralement lentement et paisiblement. Mais le calme de cet endroit peut être trompeur. 11 avril, lundi, une journée de printemps maussade avec un vent frais et une bruine. Vers 3 heures de l'après-midi, Emily Parker, 9 ans, est descendue du bus scolaire à son arrêt habituel à 2 pâtés de maison de chez elle. Un itinéraire ordinaire, une journée ordinaire, comme des centaines d'autres auparavant. Mais Emily n'est jamais rentrée chez elle. Lorsque la famille Parker a appelé la police le soir, leur inquiétude a d'abord été accueillie avec réserve. Un petit retard, des espiègleries enfantines, rien d'inhabituel. Mais après quelques heures, après les premières interrogations des voisins et des camarades de classe, il est devenu évident, la situation était bien plus grave. Vers 9 heures du soir, les premières recherches ont commencé dans la petite ville. Les voitures de police éclairaient les rues avec leurs phares. Les ordres courts et tranchants des forces de l'ordre alternaient avec le silence angoissé des résidents. Il semblait que chaque habitant prenait personnellement ce qui s'était passé. La police a rapidement organisé des groupes de volontaires et divisé la ville en carrés pour les recherches. Mais Emily n'a pu être trouvée ni dans les rues, ni dans les cours, ni dans les parcs à proximité. À minuit, les volontaires trempés et épuisés sont revenus les mains vides. Dans la nuit, la police a recueilli les déclarations de la famille Parker. Les parents n'avaient rien remarqué d'inhabituel dans le comportement d'Emily. Il n'y avait pas non plus de conflit ou de problème avec ses pères. Une journée ordinaire, une famille ordinaire, des circonstances ordinaires, rien qui puisse éclairer ce qui s'était passé. Le seul indice que les enquêteurs ont immédiatement obtenu était une barrette pour enfants avec des fleurs roses, trouvée au bord de la route, à quelques dizaines de mètres de l'arrêt de bus. La mère a confirmé que la barrette appartenait bien à Emily, mais c'était un indice faible, qui ne révélait presque rien sur ce qui aurait pu se passer ensuite. Au matin, la nouvelle de la disparition d'Emily Parker s'était répandue dans toute la ville. Les habitants se rassemblaient en groupe, faisaient des suppositions et essayaient de cacher leur propre peur. Dans cette ville tranquille, une telle chose semblait impossible. Et c'est précisément pourquoi c'était particulièrement effrayant. Les interrogatoires des voisins et des témoins ont fourni les premiers détails épars. Une voisine âgée, Madame Eleanor Lewis, se souvenait d'une camionnette blanche qui se déplaçait lentement le long de la rue le jour de la disparition d'Emily. Selon la femme, le conducteur s'arrêtait plusieurs fois et observait attentivement les écoliers qui revenaient de l'école. Personne n'avait mémorisé la plaque d'immatriculation, la marque ou les caractéristiques particulières du véhicule, à part sa couleur et sa conduite lente.
Cette maigre information a suffi pour que la police vérifie soigneusement chaque camionnette blanche dans la région dans les jours qui ont suivi, interrogeant les propriétaires et les conducteurs. Mais cela n'a pas apporté de nouvelles pistes. Le conducteur de la mystérieuse camionnette est resté inconnu. Vers la fin de la semaine, les enquêteurs avaient un premier suspect. Ryan Stevenson, un adolescent de 17 ans qui vivait dans la maison voisine de la famille Parker. Ryan ne jouissait pas d'une bonne réputation auprès des résidents. Il avait été remarqué à plusieurs reprises pour des infractions mineures, était renfermé, irritable, s'entendait mal avec ses pairs et les adultes. Il n'avait pas d'alibi convaincant pour le moment de la disparition d'Emily. Lorsque les policiers lui ont rendu visite pour la première fois chez lui, Ryan était visiblement nerveux, s'embrouillait dans ses propres mots et semblait très effrayé. Cela a immédiatement attiré l'attention des enquêteurs. Et bien que l'adolescent ait continué à affirmer qu'il n'avait rien à voir avec l'affaire, les enquêteurs ont minutieusement examiné son environnement, ses amis, son domicile et ses effets personnels. Mais là aussi, à la déception des détectives, rien de concret n'a pu être trouvé. Entre-temps, l'un des enseignants de l'école locale, James Harris, s'est avéré être un participant particulièrement actif aux recherches. Il s'est porté volontaire parmi les premiers, a aidé à organiser des groupes et a pris la parole lors des réunions municipales. Certains résidents ont remarqué que le comportement de Harris était excessivement émotionnel, un peu exagéré et même intrusif, comme s'il était plus intéressé que d'autres par les recherches. À ce moment-là, personne n'a même pensé que quelque chose d'autre pourrait se cacher derrière cet enthousiasme. Quelques jours après la disparition d'Emily Parker, les enquêtes, comme aucune nouvelle preuve ou aucun témoin n'avait été trouvé, ont atteint une première impasse. La tension dans la ville augmentait. Les parents d'Emily ne trouvaient pas de repos dans leur désespoir. Puis, une semaine après le début des recherches, un appel anonyme est arrivé sur la ligne directe de la police. Une voix masculine inconnue affirmait avoir vu Emily marcher le long d'un sentier forestier vers une cabane de chasse abandonnée à environ 40 km de la ville. Une équipe d'intervention s'est immédiatement rendue dans la zone indiquée. Arrivés tard dans la soirée sur les lieux, ils ont découvert des traces d'enfants à peine visibles, clairement identifiables sur le sol humide. Les traces s'arrêtaient brusquement près d'un petit ruisseau qui coulait à proximité. À l'intérieur de la maison abandonnée, aucun signe de présence humaine n'a été trouvé. Les traces trouvées ont redonné espoir à une issue positive des recherches. Le matin, une opération à grande échelle a été organisée pour ratisser la zone autour de la maison forestière. La police a fait appel à des maîtres chiens et à des équipes de recherche de volontaires. Mais personne ne pouvait imaginer que ces traces ne mèneraient qu'à une autre impasse et à plus de questions que de réponses. Le soir du lendemain, après des tentatives infructueuses pour trouver la suite des traces ou des indices supplémentaires, le chef de la police a fait une déclaration brève et sèche à la presse. La recherche continue. Pour l'instant, nous n'avons pas de réponse précise, mais nous ferons tout notre possible. À l'époque, aucun des présents ne pouvait même imaginer que la solution à cette histoire n'apparaîtrait qu'après de longues 17 années et serait bien plus cruelle qu'on ne pouvait l'imaginer en cette soirée d'avril 2006. Dans les semaines qui ont suivi, l'activité de recherche a progressivement diminué. Non pas parce qu'on avait perdu espoir, mais simplement parce qu'il n'y avait plus d'endroit à vérifier à nouveau. Les personnes qui jusqu'à récemment sortaient quotidiennement en groupe de volontaires revenaient progressivement à leurs activités normales. La presse locale écrivait de moins en moins souvent sur l'affaire Emily et se tournait vers les événements et incidents quotidiens de la ville, plongeant définitivement l'histoire dans un sentiment d'incertitude troublante. Malgré le calme apparent, la police poursuivait son travail. Les enquêteurs examinaient les moindres détails et essayaient de trouver une nouvelle information qui pourrait sortir l'affaire de l'impasse. Les techniciens de scène de crime qui ont examiné l'endroit où les traces d'Emily s'arrêtaient dans la forêt ont remarqué le caractère étrange de sa disparition. Ils ont dit que cela donnait l'impression que la personne qui avait laissé ces traces s'était simplement évaporée dans l'air. Les experts s'en tenaient cependant à des versions plus pratiques. Peut-être que quelqu'un avait porté Emily à travers le ruisseau ou que les traces avaient été délibérément effacées. Début mai, la police a reçu les résultats des examens du lieu de la disparition.
La seule preuve, la barrette trouvée au bord de la route, près de l'arrêt de bus, ne portait aucune empreinte digitale étrangère, sauf celle d'Emily elle-même. Cela compliquait considérablement le travail de la police, car cela ne signifiait qu'une chose. Le coupable ou un témoin accidentel était prudent et agissait avec précaution. Entre-temps, les détectives ont décidé de vérifier à nouveau la version avec la camionnette blanche mentionnée par la voisine âgée, Madame Lewis. Ils ont mené un interrogatoire supplémentaire des habitants des quartiers environnants. Au cours de ce nouvel interrogatoire, un autre détail intéressant est apparu. L'une des résidentes, une jeune femme nommée Sarah Miller, affirmait avoir remarqué une camionnette blanche similaire près de l'épicerie environ une semaine avant la disparition d'Emily. Selon son témoignage, le conducteur ressemblait à un homme d'âge moyen, discret. Sauf peut-être son regard, trop attentif et pénétrant. La femme ne pouvait pas se souvenir en détail de son visage, mais était absolument certaine qu'elle n'avait jamais vu le véhicule ou le conducteur auparavant. La police a tenté à nouveau de localiser le propriétaire ou le conducteur du véhicule en vérifiant les enregistrements des caméras de surveillance. En 2006, cependant, il y avait peu de caméras, et la qualité des enregistrements ne permettait pas de distinguer clairement la plaque d'immatriculation ou les détails de l'apparence. Après des semaines de vérification minutieuse mais infructueuse, cette piste s'est également définitivement terminée. L'enquête est revenue à nouveau à Ryan Stevenson, le voisin adolescent. Il n'avait toujours pas d'alibi. Et bien qu'il n'y ait pas de preuves formelles contre lui, la police a décidé d'examiner plus attentivement l'environnement de Ryan. Ils ont interrogé ses amis et connaissances, vérifié les lieux qu'il fréquentait régulièrement. Il s'est avéré que l'adolescent avait été vu à plusieurs reprises dans la zone forestière en bordure de la ville, exactement là où la police avait trouvé les traces d'Emily. Ryan lui-même a expliqué simplement ses excursions. Il y allait pour se promener seul et réfléchir. Mais on ne croyait plus aussi facilement à ses paroles. Néanmoins, il s'est bientôt avéré que l'adolescent avait effectivement fréquenté cet endroit bien avant la disparition d'Emily. Des résidents et des chasseurs ont confirmé l'avoir vu à plusieurs reprises, seul dans la forêt. Et bien que cela confirme les paroles de Ryan, les enquêteurs n'ont pas exclu qu'il aurait pu utiliser ce lieu qu'il connaissait bien à d'autres fins. Parallèlement, ils ont également examiné le professeur James Harris. Son passé a suscité un intérêt particulier chez les détectives. Harris avait déménagé de l'État de Washington à l'Oregon 3 ans avant la disparition d'Emily. Avant son déménagement, il avait travaillé comme enseignant dans une école primaire, d'où il avait été licencié suite à des plaintes de parents concernant une attention excessive envers les élèves. Formellement, il n'avait pas été poursuivi pénalement. Des preuves de délits graves n'avaient pas été trouvées à l'époque. Mais le licenciement lui-même avait laissé un arrière-goût désagréable. Harris a été de nouveau interrogé en profondeur. Il semblait extrêmement bouleversé et répétait qu'il voulait seulement aider à rechercher Emily. Les enquêteurs ont noté que l'enseignant se comportait naturellement pendant la conversation, répondait avec assurance et de manière cohérente. La police a également vérifié son alibi. Il s'est avéré que Harris avait effectivement participé à une réunion scolaire le jour de la disparition d'Emily, ce que des dizaines de témoins ont confirmé. Pour l'instant, il semblait que les indices contre lui ne formaient pas une image claire. Pendant ce temps, l'atmosphère dans la famille Parker devenait particulièrement lourde. Les parents d'Emily communiquaient à peine avec les voisins et la presse, se repliant sur eux-mêmes et vivant leur tragédie personnelle derrière des portes closes. Ils ressentaient douloureusement chaque question des enquêteurs, mais continuaient à coopérer au maximum avec les détectives. Leur fils aîné, Daniel, un adolescent de 14 ans, a également été interrogé. Il n'a signalé rien d'inhabituel, mais les détectives ont remarqué sa nervosité et sa réserve, considérant toutefois cela comme un état naturel à son âge et dans cette situation. Vers la fin du mois, la police a vérifié encore quelques autres suspects parmi les habitants du district ayant un casier judiciaire, mais toutes ces pistes se sont avérées être des impasses. La tension montait, et les enquêteurs se heurtaient sans cesse à un mur. Aucun fait nouveau ou indice fiable n'apparaissait. Début juin, la police a officiellement annoncé la suspension de la phase active des recherches. L'affaire Emily Parker restait formellement ouverte, mais sans nouvelles preuves. Les chances d'élucider le crime devenaient de plus en plus minces.
La brève conférence de presse du chef de la police a sonné sèche et laconique. « Nous avons fait tout notre possible. Mais l'enquête se poursuivra jusqu'à ce qu'il y ait des réponses. » C'est précisément à ce moment-là que la ville a pris conscience pour la première fois sérieusement que la disparition d'Emily pourrait peut-être rester à jamais non résolue. Personne ne pouvait imaginer que les enquêtes ne reprendraient et ne trouveraient une suite qu'après presque 2 décennies, alors que pratiquement plus personne ne se souvenait de cette affaire. 2006, États-Unis, État de l'Oregon, une petite ville tranquille où les gens se connaissent toute leur vie. La vie ici se déroule généralement lentement et paisiblement, mais le calme de cet endroit peut être trompeur. 11 avril, lundi, une journée de printemps maussade avec un vent frais et une bruine. Vers 3 heures de l'après-midi, Emily Parker, 9 ans, est descendue du bus scolaire à son arrêt habituel, à 2 pâtés de maison de chez elle. Un itinéraire ordinaire, une journée ordinaire, comme des centaines d'autres auparavant. Mais Emily n'est jamais rentrée chez elle. Lorsque la famille Parker a appelé la police le soir, leur inquiétude a d'abord été accueillie avec réserve. Un petit retard, des espiègleries enfantines, rien d'inhabituel. Mais après quelques heures, après les premières interrogations des voisins et des camarades de classe, il est devenu évident. La situation était bien plus grave. Vers 9 heures du soir, les premières recherches ont commencé dans la petite ville. Les voitures de police éclairaient les rues avec leurs phares. Les ordres courts et tranchants des forces de l'ordre alternaient avec le silence angoissé des résidents. Il semblait que chaque habitant prenait personnellement ce qui s'était passé. La police a rapidement organisé des groupes de volontaires et divisé la ville en carrés pour les recherches. Mais Emily n'a pu être trouvée ni dans les rues, ni dans les cours, ni dans les parcs à proximité. À minuit, les volontaires trempés et épuisés sont revenus les mains vides. Après que la phase active de recherche ait été officiellement terminée, la vie dans la ville reprit progressivement son cours normal. Mais pour la famille Parker, dont le nom était devenu synonyme de tragédie personnelle dans la ville, il y avait une nette séparation entre la vie avant et après. Cependant, extérieurement pour leur entourage, même eux devinrent de bientôt partie du paysage habituel, silencieux, renfermés, presque imperceptibles au milieu de l'agitation quotidienne de la petite ville. Les années passèrent. On se souvenait de moins en moins de l'affaire Emily, et bientôt l'histoire se transforma complètement en une tache aveugle dans la mémoire de la ville. Certains habitants déménagèrent, y compris Ryan Stevenson, l'adolescent qui avait autrefois été soupçonné de la disparition. La famille Parker resta au même endroit, peut-être dans l'espoir que leurs questions finiraient par trouver des réponses. Périodiquement, l'affaire était sortie des archives pour lui donner un nouvel élan. Chaque fois, sans succès. En 2011, Marcus Williams, un homme réputé pour être un détective intègre, fut nommé nouveau chef de police. Il étudia à nouveau les archives de l'affaire Emily, revérifia les versions concernant la camionnette blanche inconnue et l'appel mystérieux au sujet du sentier forestier. Sous la direction de Williams, les enquêteurs revisitèrent la zone forestière, examinèrent à nouveau la maison abandonnée, mais rien de nouveau ne put être découvert. Néanmoins, une nouvelle version émergea parmi les enquêteurs. En 2012, suite à une demande du FBI, il s'avéra qu'un criminel en série spécialisé dans les enlèvements était actif dans la région à cette époque. La police locale vérifia soigneusement cette piste. Des représentants des agences fédérales vinrent personnellement dans la ville, interrogèrent des témoins et reprirent les anciens documents. Pendant un moment, il sembla que le mystère de la disparition d'Emily pourrait trouver une explication logique. Mais cette version s'évanouit rapidement, elle aussi. Selon le mode opératoire, les lieux et les détails des crimes, il devint clair que la disparition d'Emily ne correspondait pas au schéma de cet homme. Les années suivantes passèrent sans changement visible. L'affaire, comme maudite, ne permettait pas de s'approcher d'un pas de la solution. James Harris, l'enseignant qui avait autrefois participé plus activement que d'autres aux recherches, continuait d'enseigner à l'école locale et conservait la réputation d'un homme quelque peu étrange,
mais totalement inoffensif. Bien que les détectives lui accordent périodiquement de l'attention, il n'y avait toujours pas de motif formel de suspicion. À ce moment-là, la famille Parker s'était définitivement retirée dans son propre monde. Les parents d'Emily avaient à peine des contacts avec les voisins et limitaient leur communication à des salutations polies ou de brèves conversations sur des sujets sans importance. Le fils aîné, Daniel, quitta la ville après l'école et commença ses études dans un autre État. Il ne revenait pratiquement plus à la maison et essayait de laisser le passé loin derrière lui. Entre-temps, la police changea encore quelques chefs, dont chacun promettait formellement à son entrée en fonction de ne pas oublier l'affaire Emily, mais était en fait confronté au manque de nouvelles preuves et de possibilités d'avancer. L'affaire prenait lentement la poussière dans les archives et devenait l'une des dizaines d'affaires non résolues similaires où les questions restent à jamais sans réponse. L'année 2023 arriva. La ville vivait déjà avec de toute autre préoccupations et craintes. Quand à la fin de l'été, quelque chose se produisit qui fit à nouveau parler de l'affaire Emily Parker, depuis longtemps oubliée. En août, un groupe de touristes venus en ville pour des randonnées découvrit dans la forêt, à environ 40 km de la ville, une vieille cabane de chasse abandonnée depuis longtemps, jusque-là inconnue des habitants. La maison était presque entièrement envahie par les broussailles, l'entrée était bloquée par des branches et des arbustes. Les touristes s'intéressèrent à ce bâtiment inhabituel, décidèrent d'explorer la zone et remarquèrent, en s'enfonçant un peu plus profondément dans la forêt derrière la maison, une zone du sol qui se distinguait par une étrange souplesse et friabilité. Leur découverte fut immédiatement signalée à la police. Les agents des forces de l'ordre arrivés sur les lieux reconnurent rapidement que la zone de sol découverte n'était pas simplement une anomalie aléatoire du sol. Bientôt, la zone fut bouclée. Des techniciens criminels arrivèrent. Après les premières heures de travail, des restes humains furent découverts sur le site, enterrés de façon peu profonde, à la hâte et manifestement il y a longtemps. L'information se répandit rapidement dans la ville et réveilla à nouveau les souvenirs des habitants. La famille Parker fut urgemment appelée à la police et priée de fournir des échantillons d'ADN pour analyse. Quelques jours plus tard, les analyses de laboratoire confirmèrent ce que beaucoup avaient déjà soupçonné. Les restes trouvés appartenaient à Emily Parker, qui avait disparu exactement 17 ans auparavant. Désormais, l'affaire prenait un caractère complètement différent, beaucoup plus dur et plus clair. La disparition devenait un crime officiellement reconnu, dont l'enquête était reprise, et cette fois, la police ne pouvait pas se permettre de faire d'erreur. En même temps, la tension commença à monter dans la ville. Les gens craignaient d'admettre que le criminel qui avait fait quelque chose d'aussi terrible aurait pu vivre tranquillement parmi eux tout ce temps. La ville se remplit à nouveau de conversations, de suspicions et de peurs secrètes qui grandissaient chaque jour et transformaient l'environnement familier en une réalité complètement différente et effrayante. Les policiers comprenaient très bien que la nouvelle phase de l'enquête serait difficile et douloureuse pour tous ceux qui avaient été impliqués dans cette affaire auparavant. La question principale qui tourmentait maintenant les enquêteurs n'était qu'une. Comment avait-il pu se produire que la personne qui avait commis ce crime était restée inaperçue pendant tant d'années ? Et surtout, qui était-elle ? Cette énigme semblait être devenue encore plus complexe, et sa résolution nécessitait désormais une prudence et une détermination sans précédent. Après confirmation de l'identité des restes trouvés, l'enquête reçut un nouvel élan. L'affaire Emily Parker, considérée pendant des années comme désespérée, obtint de façon inattendue une perspective réelle d'être résolue. Devant les forces de l'ordre se dressait la tâche extrêmement difficile de reconstruire la chaîne des événements qui pourraient mener à la personne qui s'était littéralement cachée sous les yeux de tous pendant des années. La première étape de l'enquête fut une nouvelle vérification, mais cette fois plus détaillée, de la cabane de chasse abandonnée et du terrain environnant. Les techniciens criminels passèrent plusieurs jours à faire des examens minutieux et à documenter les moindres détails. La difficulté résidait dans le fait que la nature, au cours des années écoulées, avait presque complètement dissimulé les traces. L'herbe, les buissons et les arbres avaient depuis longtemps englouti les rares indices
qui auraient ne pu éclairer le crime. Néanmoins, les techniciens criminels réussirent à faire quelques découvertes importantes. Tout d'abord, des fragments de vêtements furent découverts, qui, selon l'expertise, appartenaient clairement à Emily. Cela permit d'établir avec certitude qu'elle avait été amenée à cet endroit presque immédiatement après sa disparition. L'analyse du sol et des restes de vêtements indiquait que le coupable avait agi rapidement et nerveusement, sans plan préparé, mais avec la conscience claire de devoir effacer les traces. Parallèlement, la police commença une vérification complète de toutes les personnes impliquées dans l'enquête initiale 17 ans auparavant. La liste des suspects se réduisit progressivement. Ryan Stevenson, qui avait précédemment éveillé les soupçons, se trouvait loin de l'État, menait une vie tout à fait normale et disposait de preuves fiables de son innocence. D'autres personnes qui étaient tombées sous le coup des soupçons avaient soit quitté la région depuis longtemps, soit pouvaient présenter des alibis convaincants. Cependant, lorsque les enquêteurs examinèrent à nouveau plus attentivement l'enseignant James Harris, leur intérêt s'accrut considérablement. Harris vivait toujours dans la ville voisine, enseignait à l'école locale et jouissait d'une bonne réputation. Extérieurement, sa vie semblait irréprochable, posée, tranquille et totalement transparente. Néanmoins, les détectives décidèrent d'examiner encore une fois soigneusement son passé et sa vie actuelle. Harris fut convoqué à un entretien sous prétexte de clarifier à nouveau des informations sur l'ancienne affaire. Lors de la rencontre, il parut quelque peu surpris, mais conserva un calme et une amabilité absolue. Il était difficile pour les enquêteurs d'imaginer que derrière une façade aussi équilibrée pourrait se cacher le suspect recherché. Un moment attira cependant l'attention des détectives. L'enseignant ne put expliquer de manière plausible certains détails de son déménagement de son ancien lieu de travail. Dans ses réponses, on pouvait sentir une nervosité cachée, bien qu'extérieurement il continuât à se montrer confiant et poli. Après la rencontre, la police demanda des informations supplémentaires à Washington, où Harris avait travaillé auparavant. Des documents apparurent qui n'avaient pas été jusqu'alors dans le focus de l'enquête locale. Il s'avéra que Harris avait été plusieurs fois dans le collimateur de l'administration de son ancienne école en raison de plaintes concernant des relations trop étroites, voire intrusives, avec certains élèves. À l'époque, cela n'avait pas été jugé suffisamment grave pour des poursuites pénales. Mais Harris avait quitté l'école sous la pression de la direction. Ces détails incitèrent la police à examiner plus attentivement le mode de vie de l'enseignant au cours des 17 dernières années. Au cours d'observations discrètes, les détectives constatèrent que Harris se rendait régulièrement à la périphérie de la ville et pénétrait plusieurs fois dans la zone forestière, exactement là où les restes d'Emily avaient été trouvés. Il semblait étrange que Harris montrât de l'intérêt pour cet endroit après tant d'années, mais il n'y avait pas encore de motif formel pour l'inculper. Les enquêteurs décidèrent de procéder à une perquisition autorisée du domicile de Harris, dans l'espoir de trouver quelque chose qui pourrait éclairer son implication. Harris lui-même était présent lors de la perquisition, paraissait imperturbable et offrit même son aide aux policiers pour démontrer son entière ouverture et sa volonté de coopérer. Bien qu'au début, rien de suspect n'ait été trouvé dans la maison, les détectives remarquèrent quelques vieilles boîtes dans le garage qui étaient à l'écart des autres objets et n'avaient manifestement pas été ouvertes depuis de nombreuses années. C'est précisément dans l'une de ces boîtes que les policiers découvrirent des objets qui firent taire même des détectives expérimentés. Parmi des babioles depuis longtemps oubliées, des documents scolaires et des dessins d'enfants, se trouvaient des objets qui appartenaient clairement à Emily. De petites choses que les parents d'Emily avaient oublié de mentionner en raison du temps écoulé, mais qui maintenant en disaient beaucoup plus que tous les mots. Harris, qui remarqua la réaction des policiers, perdit pour la première fois son sang-froid et ne put donner d'explication plausible pour cette découverte. Après cet événement, l'enseignant a été arrêté et conduit au commissariat pour interrogatoire. Cette fois, son calme et son assurance avaient disparu. Harris était nerveux, se contredisait dans ses déclarations et niait catégoriquement toute implication dans l'incident. Il répétait qu'il ne comprenait pas comment ces objets avaient pu se retrouver dans sa maison et insistait sur le fait que quelqu'un lui tendait un piège. Pour la police, cependant,
Les objets trouvés constituaient une preuve irréfutable de l'implication de Harris dans le crime, mais les enquêteurs comprenaient que cela seul ne suffisait pas pour porter une accusation complète. Il fallait découvrir comment exactement ces objets étaient parvenus à Harris et quel motif il aurait pu avoir pour commettre un crime aussi grave. Pendant ce temps, la ville, à nouveau saisie par la peur et l'inquiétude, pouvait difficilement concevoir qu'un homme que beaucoup connaissaient comme un citoyen respecté et honnête puisse être impliqué dans un crime aussi cruel. Les gens avaient du mal à accepter l'idée que le mal puisse vivre si longtemps à leur côté sans être remarqué, caché derrière un masque de gentillesse et de confiance. C'est précisément cette pensée qui troublait tous les habitants de la ville, désormais contraints de reconsidérer leur attitude envers le passé et envers chaque personne qui avait fait partie de leur vie durant ces longues 17 années. Après l'arrestation de James Harris, les enquêteurs faisèrent face à un travail difficile et laborieux. Malgré les objets trouvés appartenant à Emily, Harris persistait à affirmer son innocence totale. Il demanda un avocat, refusa de faire d'autres déclarations et se replia complètement sur lui-même. La police comprenait qu'il était difficile de porter une accusation uniquement sur le fait que ces objets avaient été trouvés. Il fallait trouver des preuves convaincantes reliant Harris à la scène du crime et excluant totalement la possibilité d'une apparition fortuite de ces objets dans sa maison. Les enquêteurs commencèrent par un examen détaillé de la vie de Harris au cours des 17 dernières années. Ses emails, comptes bancaires, appels téléphoniques et même ses itinéraires de déplacement furent examinés avec une attention particulière. L'examen détaillé du téléphone de Harris révéla plusieurs bizarreries. Ces dernières années, il avait régulièrement éteint son téléphone portable lorsqu'il se rendait dans des zones boisées. Les enregistrements des caméras de surveillance des stations-service et des magasins confirmèrent que sa voiture apparaissait régulièrement à proximité de la zone forestière, même où Emily avait été retrouvée. Pendant ce temps, les habitants de la ville, ayant appris l'arrestation de Harris, exprimèrent une consternation incrédule. De nombreux élèves et parents prirent sa défense, affirmant que l'accusation contre l'enseignant semblait absurde. Mais, comme c'est souvent le cas, d'autres détails moins agréables commencèrent à apparaître. Plusieurs anciens élèves de Harris informèrent à la police qu'il avait manifesté un intérêt excessif et une attention démesurée à leur égard, ce qui leur avait semblé étrange et troublant à l'époque, mais n'avait pas été pris au sérieux par les adultes. Un incident spécifique survenu 1 an avant la disparition d'Emily attira particulièrement l'attention des enquêteurs. Une élève raconta que Harris lui avait proposé de la raccompagner chez elle après les cours. Au début, cela semblait inoffensif et naturel, mais elle remarqua ensuite que l'enseignant réitérait ses offres malgré ses refus répétés. Finalement, ses parents s'adressèrent même à la direction de l'école, mais l'incident fut rapidement étouffé. Considéré comme une simple sollicitude de l'enseignant, et on n'y accorda pas grande importance. La police réexamina les témoignages de tous ceux qui auraient pu voir Harris le jour de la disparition d'Emily. Bien que l'alibi de Harris ait été précédemment confirmé par des témoins de la réunion scolaire, de nouvelles circonstances apparurent. L'une des témoins, qui avait confirmé il y a de nombreuses années que Harris avait été à l'école toute la journée, changea de façon inattendue sa déclaration. La femme admit maintenant qu'elle ne se souvenait pas exactement si quelqu'un avait vu Harris directement pendant la réunion ou s'il avait rejoint le groupe plus tard. Elle reconnut qu'elle avait pu se tromper à l'époque, ou simplement se rallier à l'opinion générale selon laquelle l'enseignant était présent. Cette information inattendue incita les enquêteurs à interroger à nouveau d'autres témoins de ce jour. Le résultat fut troublant. Aucun des interrogés ne pouvait désormais confirmer avec certitude avoir vu Harris toute la journée lors de la réunion. La possibilité réelle émergea que l'enseignant ait pu quitter l'école sans être remarqué, profitant de l'attention générale portée à l'événement, et revenir de manière à ce que son absence ne soit remarquée par personne. Dans ce contexte, les déclarations d'un autre témoin, un habitant âgé de la ville nommé Joseph Walsh, devinrent particulièrement importantes. L'homme, qui vivait non loin du lieu de la disparition d'Emily, raconta à la police qu'il avait vu ce jour-là une voiture ressemblant à celle de Harris, garée dans une rue tranquille non loin de l'arrêt de bus. Walsh n'avait aperçu la voiture que du coin de l'œil, raison pour laquelle il n'y avait pas accordé d'importance à l'époque. Mais en se remémorant maintenant ces événements, il était absolument certain
qu'il s'agissait de la voiture de l'enseignant. La police fit de nouveaux appels aux techniciens criminels et aux experts en technologie numérique. La voiture de Harris fut minutieusement examinée, et bien que des années se soient écoulées, les enquêteurs espéraient trouver des traces indiquant une implication. Et bien qu'aucune preuve définitive n'ait été trouvée, les techniciens criminels confirmèrent que le coffre de la voiture avait subi un nettoyage chimique. Ce fait inquiéta encore davantage les enquêteurs. Harris lui-même expliqua avoir simplement renversé des produits chimiques qu'il avait achetés pour des travaux à la maison et avoir nettoyé soigneusement le coffre pour éviter d'endommager la voiture. Mais cette explication semblait déjà peu convaincante. Bientôt, la police trouva une autre raison de douter de l'honnêteté de Harris. Il s'avéra qu'il avait activement suivi le développement de l'enquête pendant de nombreuses années, collectionnant soigneusement des coupures de journaux, des enregistrements de reportages télévisés et des documents Internet sur l'affaire Emily. Il affirma que c'était une sorte d'expression de son implication personnelle et de sa compassion pour la famille, mais les enquêteurs considérèrent ce détail comme une preuve que Harris tentait de contrôler les informations sur l'affaire et de se tenir au courant de tous les détails de l'enquête. L'enquête conclut que James Harris avait non seulement la possibilité, mais aussi un motif dont il refusait catégoriquement de parler. Mais une simple hypothèse ne suffisait pas pour porter une accusation formelle. Il fallait des preuves plus convaincantes qui relieraient directement Harris au crime. Mais même à ce stade, toute la ville réalisa que l'homme qu'ils connaissaient si bien et en qui ils avaient fait confiance pendant des années n'était peut-être pas celui qu'il semblait être. L'atmosphère dans la ville devint extrêmement tendue et les habitants commencèrent à se poser des questions troublantes. Harris était-il vraiment celui qui avait commis ce crime cruel ? Ou bien la police se trompait-elle à nouveau en essayant de trouver un coupable dans une affaire aussi longue et complexe ? De la réponse à cette question dépendait désormais non seulement la punition du coupable, mais aussi la capacité des habitants de la ville à retrouver confiance en ceux qui vivaient à leur côté. L'enquête approchait de son point culminant, et chacun comprenait que le mystère qui avait tourmenté la ville pendant près de 2 décennies pourrait enfin être élucidé dans un avenir proche. L'enquête, ravivée par de nouvelles preuves, obligea les enquêteurs à plonger profondément dans la vie de James Harris bien avant les événements de l'Oregon. Ils examinèrent attentivement toute sa biographie, espérant trouver quelque chose qui pourrait expliquer les raisons et les circonstances de ce crime. Une attention particulière fut accordée à la phase de la vie de Harris dont on savait très peu, la période entre son licenciement dans l'État de Washington et son apparition en Oregon. Dans les documents officiels, cette période était décrite très superficiellement et ne révélait presque aucun détail sur ce à quoi Harris s'occupait exactement pendant ce temps. Les enquêteurs découvrirent qu'après son licenciement, Harris avait passé environ 6 mois dans une petite ville de l'Idaho. Il ne travaillait pas à l'école locale, mais vivait de manière très isolée et solitaire. Ses voisins se souvenaient de l'homme comme d'une personne silencieuse, presque inaperçue, qui parlait rarement à quiconque et ne quittait pratiquement jamais la maison. À l'époque, ce comportement n'avait pas éveillé de soupçons et n'avait donc pas attiré l'attention des forces de l'ordre. Mais maintenant, la police s'intéressait particulièrement à cette période. Les enquêteurs se rendirent en Idaho et interrogèrent les habitants de la région où Harris avait vécu autrefois. L'un des anciens voisins raconta qu'il partait souvent quelque part en voiture tard dans la nuit. L'homme avait remarqué cela parce qu'il vivait à proximité et travaillait de nuit. Il se souvenait avoir rencontré Harris une fois vers minuit dans une zone boisée non loin de la ville. À sa question sur ce que l'enseignant y faisait, Harris répondit calmement qu'il ne pouvait tout simplement pas dormir et venait ici pour réfléchir seul. À l'époque, cette explication semblait totalement inoffensive et le voisin n'y attacha pas d'importance. Cependant, compte tenu des circonstances et du moment du crime en Oregon, les enquêteurs décidèrent de vérifier la zone boisée mentionnée par le témoin en Idaho. Là-bas, après tant d'années, il était pratiquement impossible de trouver des preuves physiques, mais le fait des trajets nocturnes de Harris vers des lieux isolés semblait troublant et pourrait indiquer un schéma comportemental typique d'un criminel potentiel. De retour en Oregon, les détectives interrogèrent à nouveau Harris et le confrontèrent à de nouveaux détails et questions sur sa vie en Idaho. Cette fois, son comportement lors de l'interrogatoire était complètement différent. Harris se taisait
ne répétant qu'occasionnellement qu'il ne comprenait pas ce que cela avait à voir avec la disparition d'Emily. Son avocat empêchait activement la prise de nouvelles déclarations et insistait sur le fait que toutes les informations concernant l'Idaho n'étaient pas directement liées à cette affaire. Parallèlement, les policiers décidèrent de vérifier les transactions bancaires et les cartes de crédit de Harris pour toute la période concernée. Il s'avéra que Harris avait effectué plusieurs achats dans des quincailleries et des magasins d'articles ménagers peu avant et immédiatement après la disparition d'Emily. Entre autres, les listes d'achats comprenaient des bâches en plastique, du ruban adhésif et des produits de nettoyage chimique pour surface. Ces objets n'avaient rien d'extraordinaire en soi, mais leur acquisition au bon moment devint un autre signal préoccupant. De plus, des spécialistes techniques de la police récupérèrent des données supprimées d'un des anciens ordinateurs de Harris, saisis lors de la perquisition. Sur le disque dur, ils trouvèrent des recherches précédemment supprimées que l'enseignant avait effectuées dans des moteurs de recherche dès 2006. Harris cherchait des informations sur les méthodes pour effacer les traces et les moyens efficaces de nettoyer différentes surfaces de traces biologiques. Ces faits renforcèrent considérablement les soupçons de la police quant à son implication dans le crime. En même temps, la famille Parker, qui avait déjà perdu l'espoir de connaître la vérité, suivait l'enquête et parvenait à peine à gérer ses émotions. Avec chaque nouveau fait, il leur devenait de plus en plus difficile de supporter la tension accumulée au fil des ans. Les habitants de la ville exprimèrent à nouveau leur sympathie à la famille, mais cette sympathie était désormais différente, plus prudente, mêlée d'embarras et d'incertitude quant au fait que le vrai coupable avait été si proche tout ce temps. Malgré le nombre croissant d'indices, il manquait toujours aux enquêteurs l'essentiel, des preuves claires et sans équivoque qui pourraient relier directement Harris à l'endroit où Emily avait été retrouvée. Le crime remontait à trop longtemps, ce qui compliquait considérablement la tâche des enquêteurs. Mais une percée inattendue dans l'affaire survint néanmoins. L'un des touristes qui avait retrouvé les restes communiqua à la police un autre détail important qui n'avait pas été initialement pris en compte. L'homme raconta qu'en examinant le terrain près de la maison abandonnée, il avait remarqué un vieux couteau de chasse presque entièrement recouvert de terre et de mousse. Le touriste n'avait pas accordé d'importance particulière à cette découverte et ne s'en souvint que maintenant, en parcourant les photos du lieu où les restes avaient été trouvés. La police retourna immédiatement sur les lieux du crime où, après un examen détaillé, l'objet mentionné fut retrouvé. L'examen révéla que le couteau était resté dans le sol environ aussi longtemps que le temps écoulé depuis la disparition d'Emily. Le plus important fut la découverte de traces d'ADN de 2 personnes sur le couteau, Emily elle-même et un homme inconnu. La comparaison de cet échantillon d'ADN avec les échantillons prélevés sur James Harris pourrait définitivement clarifier tous les points de cette affaire de longue date. Cependant, Harris refusa catégoriquement de fournir volontairement son matériel biologique pour l'examen, ce qui obligea la police à demander une ordonnance correspondante au tribunal. Considérant l'importance de la preuve, le juge autorisa le prélèvement forcé d'un échantillon d'ADN. Les enquêteurs devaient maintenant attendre les résultats qui pourraient définitivement confirmer ou réfuter l'implication de James Harris dans le crime. Dans l'attente des résultats, la ville se figea à nouveau dans une expectative tendue. Les habitants comprenaient que désormais ce n'était pas seulement le sort de Harris qui était en jeu, mais aussi la possibilité de clore enfin ce sombre chapitre dans la vie de la ville. Personne ne pouvait plus se sentir complètement en sécurité, sachant qu'une personne capable d'un tel crime avait pu vivre si longtemps parmi eux. Les résultats de l'expertise ADN ont été reçus après 3 semaines. Ces semaines ont paru infiniment longues pour la ville. L'atmosphère était lourde, les habitants semblaient figés, attendant la réponse définitive à la question qui les avait tourmentés pendant près de 2 décennies. Lorsque les détectives ont reçu le rapport officiel, il n'y avait plus aucun doute. Les traces trouvées sur le couteau correspondaient à l'échantillon d'ADN de James Harris. Le même jour, Harris a été officiellement inculpé. Reconnaissant que la situation était irréversible, il décida pour la première fois de parler et son avocat négocia les conditions d'une confession détaillée. Harris comprenait que c'était la seule chance d'échapper à la peine maximale, en fournissant toutes les informations nécessaires qui pourraient au moins partiellement expliquer ses actes. Lors d'un interrogatoire à huis clos, en présence de son avocat et du procureur,
James Harris raconta calmement et en détail tout ce qui s'était passé ce jour d'avril 2006. Il avoua qu'il avait remarqué Emily depuis longtemps, alors qu'elle était encore quelques années plus jeune. Selon ses dires, il n'avait initialement pas prévu de crime et assura qu'il avait simplement ressenti de l'intérêt. Cependant, avec le temps, cela s'était transformé en une obsession dont il ne pouvait plus se libérer. Ce jour-là, Harris avait attendu le moment opportun et quitté l'école sans être remarqué, profitant de l'agitation générale et de l'attention portée à l'événement en cours. Il savait qu'Emily rentrait toujours seule à la maison et avait délibérément choisi une section de rue où personne ne se trouvait habituellement à cette heure de la journée. Il lui proposa de la raccompagner et Emily, qui faisait confiance à son professeur, accepta. Harris prétendit qu'il n'avait pas initialement l'intention de lui faire du mal, mais lorsqu'Emily paniqua et demanda à sortir de la voiture, il craignit les conséquences si elle en parlait à quelqu'un. Paniqué, Harris l'emmena dans une zone boisée isolée, espérant pouvoir contrôler la situation d'une manière ou d'une autre. Mais les événements échappèrent trop rapidement à tout contrôle. Emily tenta de s'enfuir, cria, et lui, ayant définitivement perdu la maîtrise de soi, commit l'irréparable. Harris raconta ensuite aux enquêteurs qu'immédiatement après l'acte, il avait enterré toutes les preuves près de la cabane abandonnée, espérant que cet endroit ne serait jamais découvert. Il dissimula soigneusement tout lien avec ce jour et, après être retourné à l'école, rejoignit la réunion comme si rien ne s'était passé. Par la suite, Harris suivit constamment l'enquête, y participant activement et aidant les volontaires pour détourner complètement les soupçons de lui. À la question des enquêteurs sur les raisons pour lesquelles il avait gardé les objets personnels d'Emily chez lui, Harris répondit qu'il ne pouvait pas lui-même comprendre totalement pourquoi il l'avait fait. Peut-être était-ce sa propre tentative de maintenir l'illusion de contrôle sur une situation qui lui avait en réalité échappé depuis longtemps. Ces objets étaient restés chez lui pendant des années, comme un souvenir caché de ce qu'il avait fait autrefois, l'effrayant et le fascinant à la fois. Le procès contre Harris devint l'événement le plus discuté de l'histoire de la ville. Les habitants, bouleversés par la confession de l'homme qu'ils connaissaient depuis si longtemps, ne pouvaient croire que cela s'était réellement produit. La famille Parker ressentit pour la première fois depuis de nombreuses années un soulagement que la vérité soit enfin révélée, bien que la réalisation que l'homme qui leur avait pris ce qu'ils avèrent de plus cher avait vécu si près d'eux pendant tant d'années les blessa profondément à nouveau. Lors des audiences, Harris ne montra aucune émotion, paraissant calme et détaché, répétant son histoire sans détails superflus. Il savait que le verdict était déjà décidé. Le procureur présenta des preuves irréfutables de sa culpabilité et aucun argument de la défense ne pouvait plus changer le cours du procès. Le dernier jour du procès fut marqué par l'intervention de la mère d'Emily qui, contenant difficilement ses émotions, dit à Harris qu'elle ne pourrait jamais lui pardonner. Elle ne demandait pas vengeance, mais seulement une chose, une peine juste, afin qu'il ne puisse plus jamais causer de douleur à d'autres. Après son discours, un silence complet régna dans la salle d'audience, personne n'osant même bouger. Le verdict fut sans équivoque. James Harris fut condamné à la prison à perpétuité sans possibilité de libération anticipée. Il entendit la sentence avec la même indifférence que tout le reste et quitta la salle d'audience dans le silence total des personnes présentes. Après la conclusion de la procédure judiciaire, la ville ne put se remettre du choc pendant longtemps. Les gens se posaient des questions auxquelles il n'y avait pas de réponse simple. Comment le criminel avait-il pu rester inaperçu pendant tant d'années? Aurait-il pu le remarquer plus tôt et empêcher ce qui s'était passé? Peu à peu, la ville retrouva son rythme de vie habituel, mais le souvenir de ce qui s'était passé demeura à jamais. La famille Parker décida de déménager dans un autre État, espérant commencer une nouvelle vie où il y aurait moins de douleurs et de souvenirs du passé. Les habitants de la ville, bien que continuant à vivre, ne purent jamais se libérer complètement du sentiment de peur et de méfiance que ce terrible crime leur avait laissé. L'affaire Emily Parker était enfin close. Cependant, elle laissa une trace profonde dans la mémoire de tous ceux qui y étaient liés d'une manière ou d'une autre. Et même maintenant, des années plus tard, on s'en souvient encore comme un rappel que le véritable mal peut se cacher pendant des années derrière le visage le plus ordinaire et le plus familier.